Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Tu sais ce qui se passe quand il neige à Paris ? La ville s'arrête, les routes sont bloquées, les écoles vont fermer, les gens vont rester chez eux comme si c'était l'apocalypse. Maintenant, imagine qu'il neige à Chamonix. Qu'est-ce qui va se passer ? Pas grand-chose. La neige va pas faire les gros titres, c'est juste normal et la vie continue comme d'hab, même avec 2 mètres de neige. Tu vois, c'est la même situation, de la neige à chaque fois, mais des réactions totalement différentes. Pourquoi ? Parce que le problème, ce n'est pas la neige en soi. C'est la capacité de la ville à la gérer. Et c'est exactement pareil avec les émotions. Imagine, une conversation ou une situation même anodine va provoquer une véritable tempête émotionnelle chez une personne. Ça va complètement la paralyser, ça va tout emporter sur son passage. Et c'est peut-être ce que tu vis aujourd'hui, parce que pour l'instant, quand une émotion te submerge, elle déclenche ton mode survie, ton impression à toi d'apocalypse. Et du coup, pour te sentir mieux, tu trouves refuge dans la bouffe. Mais pour d'autres personnes, cette même situation ne créera aucune panique intérieure. Elles sauront comment gérer, rebondir et continuer à avancer. Alors, du coup, c'est quoi la différence entre ces 2 types de personnes ? La différence, c'est la résilience émotionnelle. Cette capacité à faire face aux aléas de la vie et aux émotions qui les accompagnent sans se laisser submerger et emporter, sans se noyer. Et je veux qu'on réfléchisse là-dessus ensemble aujourd'hui. Au programme de l'épisode, on va aller explorer pourquoi certaines émotions nous paralysent plus que d'autres. Et je vais t'expliquer précisément pourquoi la résilience émotionnelle est un challenge plus difficile à relever pour nous mangeuses émotionnelles. Et puis, je vais aussi et surtout te donner ton plan de résilience en 4 étapes pour reprendre le contrôle sur tes émotions et évidemment reprendre le contrôle sur la bouffe qui va avec. Tu vas voir, ces étapes simples vont tout changer pour toi. Dès que tu vas te sentir envahi par une émotion, tu sauras mieux comment gérer. Et pour commencer, pourquoi est-ce que certaines émotions nous paralysent plus que d'autres ? On peut avoir tendance à croire que le problème, ça vient de la situation, de l'origine. C'est la conversation, ce qui s'est passé, ce que la personne nous a dit, ou ce qui nous est arrivé. Le pas de chance, j'ai pas de bol, ça me tombe sur le coin de la figure. Mais c'est pas ça. On peut penser aussi que le problème, c'est l'émotion qu'on ressent. L'émotion ou les émotions qui nous traversent. C'est pas ça non plus. Le vrai problème, c'est notre capacité à gérer ces émotions. Et pourquoi on n'arrive pas à les gérer ? Pas parce qu'on est faible. Non, je peux t'assurer que si tu écoutes ce podcast, j'en suis convaincue, tu es une personne forte, courageuse, déterminée, sans doute avec plus de volonté que quiconque. Non, le vrai problème, c'est l'histoire qu'on se raconte dans notre tête. Et c'est une véritable rumination mentale. Et c'est drôle parce que là, il y a une nouvelle saison de Koh-Lanta qui vient de commencer. Et dès le premier épisode, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Il y a une participante qui s'appelle Cynthiana. Et Cynthiana, on la voyait en fait se prendre la tête toute seule parce qu'elle pensait qu'une autre candidate, Noémie, avait parlé d'elle dans son dos. Et en vrai, le montage l'explique pas vraiment. On sait pas si c'est vrai ou faux. Elle a simplement entendu son prénom. Mais on a senti à quel point ça l'avait affectée. Au lieu d'aller clarifier, au lieu d'aller discuter, au lieu d'aller poser des questions, elle s'est isolée, elle s'est enfermée dans ses ruminations. Résultat, elle s'est mise à l'écart toute seule et elle s'est faite effectivement éliminer par le reste de l'équipe. Et au conseil, ce fameux conseil où on éteint ton flambeau, elle a exprimé sa colère, qui paraissait complètement disproportionnée. Et en vrai, j'ai envie de te dire, elle m'a fait de la peine. Je me suis dit, waouh! Cette femme, elle a dû souffrir du rejet. Elle a dû souffrir des moqueries. Et c'est que des hypothèses, mais ça a peut-être commencé en primaire ou au collège. Peut-être qu'elle n'était pas la fille cool. Peut-être qu'effectivement, il y avait d'autres groupes de filles qui se moquaient d'elle et qui se réunissaient pour parler d'elle dans son dos. Peut-être qu'elle venait d'une famille différente. Peut-être qu'elle avait pas les marques de fringues, pas la façon de parler, pas la façon d'être cool.
Mais pour moi, ce qui transpirait le plus de cette situation, c'est que son sentiment de pas faire partie du groupe, ça remontait clairement à une expérience qui était bien antérieure à son arrivée dans cette fameuse aventure télévisuelle de Koh-Lanta. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Certaines émotions activent des traumas et des vieilles blessures. C'est pas juste je suis triste, je suis énervée, je suis contrariée, je suis vexée. C'est j'ai peur. J'ai peur d'être abandonnée. J'ai peur d'être rejetée. J'ai peur d'être critiquée, d'être moquée, d'être mise à l'écart, d'être montrée du doigt. Ça peut être aussi j'ai l'impression d'être invisible, qu'on ne me respecte pas, qu'on ne me considère pas. Et tu vois, dans ces cas-là, ton mode survie s'active. Parce que c'est pas juste je suis triste ou je suis contrariée. C'est ton cerveau qui perçoit un danger pour ta survie. Parce que finalement, la survie est aussi liée avec le sentiment d'appartenance et d'ancrage et le sentiment de sécurité de faire partie d'un groupe. Et tu vois, ton cerveau, il va chercher cet ancrage, cette sécurité et ce soulagement immédiat avec la nourriture. La nourriture va vraiment jouer ce rôle de sécurité et d'apaisement. Et en vrai, c'est inconscient, donc par définition, on n'en a pas conscience. Mais on se raconte tellement tout le temps la même histoire. On fonctionne tellement sur les mêmes anticipations. On développe toujours les mêmes réactions d'anxiété face à des situations qui ont l'air de se ressembler. Et on se dit « Ah, je le savais. De toute façon, c'est toujours comme ça. Je peux pas faire confiance, ou je peux pas faire ci ou ça, ou dire ci ou ça, tu vois ?» Mais en vrai, on se rend pas compte qu'en réalité, on est en mode pilotage automatique. C'est vraiment ce programme sur lequel on fonctionne depuis toujours, qui, à partir d'un déclencheur, donc par exemple, j'ai entendu mon prénom, ça déclenche une pensée, on se moque de moi, on me critique, ce qui implique derrière une rumination mentale, donc c'est vraiment cette voix intérieure toxique qui répète en boucle cette histoire vraiment toxique et malaisante dans ta tête, et qui déclenche derrière le besoin de soulagement, d'apaisement, de sécurité avec la bouffe. Et l'erreur qu'on a tendance trop souvent à faire, c'est qu'on essaye de changer la fin du mécanisme, le fait de résister à la bouffe, au lieu de se concentrer sur le début du mécanisme. Et du coup, on est juste surentraîné à se mettre au régime et à essayer de perdre du poids. Et d'ailleurs, on y arrive très bien, on y est arrivé déjà 100 fois. Mais si on échoue, c'est parce qu'on ne s'entraîne pas assez à décoder et à accueillir avec plus de distance l'histoire toxique qui se raconte dans notre tête. D'où l'importance de travailler sur le début du mécanisme. Mais pourquoi c'est si dur pour nous, mangeuses émotionnelles? Pourquoi on a l'impression que certaines personnes, ils ont comme une peau de crocodile, il leur arrive des trucs et puis on a l'impression que rien les touche, ils sont capables de passer à autre chose très facilement? Il y a 3 raisons. La première raison, c'est parce que nous, on a généralement grandi sans la possibilité d'exprimer les émotions. On les a refoulées si par exemple on n'a pas grandi dans un environnement sécurisant qui nous permettait de déposer nos émotions. On a pu les refouler aussi si on avait eu des parents absents ou défaillants ou au contraire trop contrôlants. On n'a pas eu l'espace nécessaire. Et on voit aujourd'hui l'émotion comme un danger. On a souvent appris à faire plaisir aux autres, à les écouter, les satisfaire, s'adapter à eux, à leurs besoins. On a intégré l'idée que contrôler et réfréner ses émotions, c'est être en sécurité. Et si tu as envie de creuser cet aspect-là, je t'invite à écouter l'épisode 96 consacré au syndrome de la bonne élève. La deuxième raison qui fait que notre résilience émotionnelle peut être affaiblie, c'est que on n'est pas connecté à nos ressentis. On a appris que problème égale solution et passage à l'action. On est une sorte de tête pensante qui marche dans la vie. Là-haut dans le cerveau, ça tourne, mais en dessous, le corps, c'est une sorte de masse informe qu'on connaît pas forcément, à laquelle on n'est pas connecté, qu'on pense qu'on peut juste modeler en termes de forme, un petit peu comme une pâte à modeler en faisant des régimes. Mais on n'a jamais appris à connecter à notre corps, ni à nos ressentis. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai développé le programme Mission Sensation Alimentaire, pour aider les mangeuses émotionnelles à reconnecter avec l'intelligence de leur corps par le biais des sensations alimentaires. Mais c'est la première étape nécessaire pour reconnecter avec tout le reste de nos ressentis. Et d'ailleurs, si tu souhaites rejoindre ce que j'appelle la team MSA, Mission Sensation Alimentaire, profites-en vite parce qu'il est encore pendant quelques jours en promo à 2 fois 99 €. Et enfin, la troisième raison qui fait que c'est plus difficile pour toi, c'est parce qu'en plus, le fait de manger en excès aujourd'hui, le fait d'avoir des compulsions, ça va décupler les déclencheurs émotionnels et les peurs.
C'est-à-dire que non seulement tu as tes émotions inconfortables du démarrage, qui t'ont fait manger, mais par-dessus ça, tu vas avoir toutes les émotions inconfortables qui sont déclenchées par la compulsion et le fait d'avoir mangé en excès. La honte après une compulsion, la frustration ou le sentiment d'être mise à l'écart quand tu dois te priver d'un aliment ou que tu te dis que t'as pas le droit, ou alors le fait de te sentir faible et vulnérable de ne jamais y arriver. Et tu vois, c'est vraiment une boucle comportementale dont il est compliqué de sortir. Alors moi aujourd'hui, je voudrais t'aider à construire, on va dire, ton muscle de résilience émotionnelle avec un plan de résilience en 4 étapes. Et tu vas voir, ça va vraiment t'aider à reprendre le contrôle de tes émotions. Cette semaine, je te propose de t'entraîner. On va construire ensemble une sorte de, j'ai envie de l'appeler le chasse-neige émotionnel. En 4 étapes donc. La première étape, ça va être d'identifier l'émotion principale qui a tendance à te submerger. Parce que c'est fou, et je le sais pour être moi-même passée par là pendant près de 15 ans, quand ça nous arrive, il y a cette émotion inconfortable qui nous submerge, et en vrai on sait pas vraiment ce que c'est. On n'a pas le temps en fait de se poser la question. Nous ce qu'on veut c'est un soulagement immédiat. Et on est nombreuses à manger sans vraiment savoir ce qu'on ressent vraiment. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va commencer par identifier l'émotion. Et on va surtout, grâce à cette première étape, comprendre que l'émotion n'est pas un danger. Parce que on a tendance à se dire « Ah, l'émotion, c'est une vague », d'ailleurs on utilise le mot « submerger », c'est comme une grande vague qui va me faire boire la tasse, comme une sorte de tsunami qui va m'empêcher de respirer. Mais la réalité, c'est qu'en fait, la vague, comme l'émotion, elle monte, elle culmine, et puis elle redescend naturellement. Pourquoi ? Parce que l'émotion, c'est en anglais « emotion »,« energy in motion », c'est une énergie en mouvement. L'émotion, c'est avant tout un messager, ok ? Un guide. L'émotion, elle est là pour assurer ta survie, ta protection. L'émotion, elle est là pour te faire passer à l'action. Si par exemple, y a un chien féroce qui se met à aboyer, à être menaçant devant toi, la peur, c'est une émotion qui t'envoie un message. Là, il faut vite se cacher, ou fuir, ou courir, ou se protéger. Tu vois ? Donc, l'émotion, elle est là pour t'envoyer un message, te faire passer à l'action, assurer ta sécurité, et puis continuer gentiment son chemin. Et ce qui se passe pour nous, en jeux émotionnels, c'est qu'on est tellement dans le refoulement des émotions qu'on n'a pas envie de les ressentir. On n'a pas envie d'avoir peur devant ce chien. Encore une fois, c'est une métaphore. On n'a pas envie de se sentir faible, on n'a pas envie de se sentir vulnérable, on n'a pas envie de se sentir blessé ou victime. Parce qu'on l'a été pendant trop longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche un soulagement immédiat avec la bouffe. Et tu vois, ce qui fait le plus mal en vrai ici, c'est pas l'émotion en elle-même. C'est notre résistance à l'émotion. Notre volonté de ne pas ressentir l'émotion, de l'étouffer, de l'anesthésier. Et d'ailleurs, on utilise trop souvent à tort, et moi la première, le terme « manger ses émotions ». En réalité, on ne mange pas nos émotions, on mange pour ne pas ressentir nos émotions. Donc là, première étape, ce qu'on va commencer à faire, c'est simplement l'identifier. Donc deuxième étape ensuite, la prochaine fois qu'elle apparaît cette émotion, tu vas appuyer sur pause. Même si c'est quelques secondes, même si c'est pour te dire t'inquiète, on met sur pause quelques secondes, on ira bouffer après, y a pas de souci, mais on met en pause. Et on va la nommer. Et on va dire, je ressens de la frustration, je me sens honteuse, je me sens dépassée, je me sens épuisée. Et pourquoi c'est utile de nommer l'émotion ? Parce que ça va nous aider à sortir du mode pilotage automatique inconscient. Ça va nous aider à casser la boucle comportementale. Parce que ton cerveau, pour l'instant, il fonctionne vraiment sur un programme automatique. Dès qu'une émotion négative trop forte arrive, tu fonces vers le même comportement. Ça peut être évidemment la bouffe, mais ça peut être aussi scroller, procrastiner, binger des séries Netflix. Donc tu vois, la clé ici, c'est de prendre conscience de ce mode pilotage automatique et d'insérer une micro-pause qui va te permettre de prendre la hauteur et de te décoller de ta situation. Donc, on met en pause, j'ai presque envie de dire, là tu me vois pas, mais je pointe du doigt, on va pointer, on va nommer l'émotion qu'on ressent. Et si le mode pilotage automatique te parle, je t'invite à aller écouter l'épisode 29 qui est consacré à ce sujet. Ensuite, on continue à construire notre résilience émotionnelle avec l'étape numéro 3. Une fois que tu as identifié l'émotion et ensuite, une fois que tu l'as nommée, tu vas te demander qu'est-ce qui l'a vraiment déclenché. Et j'insiste sur le vraiment. Est-ce que c'est l'événement en lui-même ? Est-ce que c'est la conversation en elle-même, par exemple une réflexion de ta collègue ? Ou est-ce que c'est une blessure plus ancienne qui se réactive ? En vrai, c'est quoi l'histoire que tu te racontes dans ta tête ?
C'est quoi l'incident que tu rumines? Qu'est-ce qui se raconte? Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu peux être sûr à 100% que c'est vrai? Et je t'invite à repenser à Cynthiana de Koh-Lanta qui a juste entendu son prénom par une autre participante. Est-ce qu'elle peut être sûre à 100% que cette autre personne a dit du mal d'elle? Vraiment sûre à 100%, à 1000%? Ça va te donner vraiment des indices sur la connexion entre ce qui t'est arrivé factuellement, peut-être là dans la journée, et la blessure émotionnelle peut-être plus ancienne qui est simplement venue se raviver. Et enfin, 4e étape. Plutôt que d'essayer de repousser tes ressentis, de les refouler, de les enfouir au plus profond de toi aussi en y rajoutant une couche de bouffe, quel est le plus petit pas que tu peux faire pour avancer malgré tout? Est-ce que tu pourrais expérimenter une nouvelle façon de réagir ou de répondre à la situation? Par exemple, est-ce que tu pourrais dire à la personne ce que tu ressens au lieu de tout garder pour toi? Est-ce que tu pourrais demander à la personne ce qu'elle a vraiment voulu dire plutôt que d'imaginer le pire? Est-ce que tu pourrais utiliser le mantra, moi qui m'aide beaucoup, mon passé est rempli de problèmes qui ont trouvé une solution pour t'apporter de la sécurité et t'apaiser? Est-ce que tu pourrais, pour une fois, faire quelque chose de gentil et de bienveillant envers toi, parce que tu passes tellement de temps à t'occuper des autres, est-ce que là, tu pourrais faire quelque chose pour, t'apporter aussi un peu de douceur et d'apaisement? Ou est-ce que tu pourrais faire une micro-action toute simple, comme faire la vaisselle pour y voir plus clair? Ou pourquoi pas montrer à un de tes enfants comment faire tourner une machine à laver ou le lave-vaisselle? Et tu vois, encore une fois, ce qui nous bouffe, c'est vraiment les constructions mentales et les ruminations. Et je voudrais te parler d'Elsa. Elsa, c'est une des participantes de mon programme Déjeuner en paix. Et là, ces dernières semaines, elle se sentait pas bien dans son boulot. Elle avait une boule dans le ventre à chaque fois qu'elle y allait et elle développait de plus en plus de stress qui évidemment la faisait bouffer. Et donc, son réflexe, c'était juste d'éviter le problème, de ressasser, d'anticiper le pire, ce qui évidemment amplifiait la tension émotionnelle et les compulsions alimentaires. Et finalement, elle a tout simplement osé avoir une conversation avec son boss. Et en fait, ça s'est super bien passé. Cette conversation qu'elle appréhendait tellement, elle s'était tellement fait des scénarios de oui, mais si je dis que je suis pas bien, il va se passer ci, ça. Mais pas du tout, en fait. Avec son boss, ils ont trouvé des solutions, il a été super bienveillant, ça s'est super bien passé. Donc, moralité, c'est pas toujours la situation qui est stressante, c'est l'anticipation catastrophique qu'on a tendance à en faire. Et tu vois, pour revenir à mon histoire de neige, si tu crois que la neige va bloquer toute la ville, effectivement, tout va se bloquer par anticipation, on va fermer les écoles, les routes, etc. C'est une forme de biais de confirmation. T'as dit tout va être bloqué, oui c'est vrai, t'as raison, tout va être bloqué. Mais si maintenant tu commences à croire que la neige est gérable, je peux t'assurer que la ville, elle va continuer à fonctionner normalement. Et c'est ça que je veux que tu comprennes. C'est ça, s'il y a qu'une chose à retenir de cet épisode, c'est ça. La vraie force, elle est pas là où tu crois. Et en réalité, je l'ai redécouvert là, les études le montrent, sache que les personnes anxieuses sont en fait ultra résistantes. Tu crois être fragile, mais en réalité, quand une vraie crise arrive, tu gères hyper bien et avec un calme qui peut même parfois déstabiliser les autres. C'est comme si tu avais tellement passé ta vie en mode anticipation du pire que le jour où vraiment un truc grave arrive, en fait, tu gères. T'es rodé, t'es surentraîné. Donc tu vois, vraiment, sois rassurée, au fond t'es pas faible du tout, t'es ultra forte, mais t'as tendance à te créer toute seule une pression et un stress permanent, et on va pas se mentir, ton perfectionnisme et ton envie de bien faire et de faire plaisir à tout le monde n'y sont pas pour rien. Donc la vraie solution, c'est arrête d'être si dur avec toi-même. T'as pas besoin d'un fouet, t'as besoin de douceur, de bienveillance. Et aujourd'hui, tu crois peut-être que si t'es bienveillante avec toi-même, tu vas lâcher et tu vas perdre le contrôle. Mais c'est tout l'inverse. Plus tu es douce avec toi-même, plus tu as de l'énergie pour faire des vrais choix conscients, pour mettre en place des actions différentes de ce que tu as fait jusqu'à présent et de reprendre le contrôle sur tes émotions, tes décisions, ta vie et sur la bouffe. Donc en conclusion, t'as pas besoin de gérer chaque tempête à la perfection. T'as juste besoin de commencer à bâtir ta résilience un flocon après l'autre. La vie continuera de faire tomber la neige, mais tu es bien plus forte que tu le crois. Et chaque fois que tu affrontes la tempête, tu te prouves à toi-même à quel point c'était pas si difficile et à quel point tu en es capable.
Voilà, j'ai adoré t'enregistrer cet épisode. N'hésite pas à me faire un feedback sur les réseaux, notamment sur Instagram, pour me dire quelle est l'émotion qui, toi, te déclenche le plus. Et si cet épisode t'a donné des idées, peut-être, pour gérer les choses autrement ou prendre de la hauteur. Et si tu aimes le podcast, évidemment, continue de le soutenir avec des cœurs, des étoiles et des pouces sur ta plateforme d'écoute préférée pour continuer de dire simplement à ces plateformes que ce programme mérite d'être écouté et partagé avec le plus grand nombre. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode dans lequel on va se parler de la difficulté de dire non. Pourquoi c'est si dur de dire non ? Pourquoi ça nous fait bouffer derrière à chaque fois qu'on dit oui alors qu'on voulait dire non ? Et comment arriver enfin à changer les choses sans braquer personne et en étant aligné avec soi-même ? C'est ce dont on parlera dans le prochain épisode. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.